Si on parle maintenant des échangeurs, bien, sachez que pour les échangeurs, c'est pas très compliqué ce qu'il y a à dire, hein. On suit la procédure d'arrêt minimal. On n'est pas avec une pompe ici qui a des moteurs, des éléments électriques ou autres. Un échangeur, en fait, c'est un gros vaisseau qui reçoit une charge, des charges liquides, généralement des charges liquides des deux côtés, quand on parle d'un échangeur tubulaire dans sa méthode de fonctionnement traditionnelle, puisqu'on sait très bien qu'il existe sinon à peu près toutes les sortes d'échanges, puis à peu près toutes les sortes de liquides et eaux gazeux, etc. Donc, on va réduire l'alimentation et la température du côté chaud d'abord, ça me paraît tout à fait logique. On va arrêter, isoler le circuit chaud. Hein. Isoler, ça veut dire qu'on les ferme. Puis toutes les vannes qu'on a pu rouvrir, on va les cadenasser tout de suite pour sceller la chose. Un peu ce que vos collègues, vous avez déjà fait en santé-sécurité, quand on cadenassait l'échangeur. Hein. 3 de vos collègues ont tenté l'expérience. Donc, vous le savez, il y a beaucoup de lignes autour d'un échangeur, surtout les échangeurs comme on a en bas, un mélange de vapeur et d'eau de l'autre côté. Il y a quand même plusieurs lignes. Nous, on est contre courant, donc c'est un bon travail. Il faut l'isoler, ça a l'air de rien, mais ça va vous prendre un peu de temps. Vous pouvez dépressuriser et drainer le liquide côté chaud tout de suite. Dans le fond, vous comprendrez ça, vous pourriez attendre, mais on vous le fait faire tout de suite parce que pendant que vous faites ça, bien, l'écoulement du côté froid continue, puis ça permet de baisser la température de l'échangeur. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à la fin, il soit complètement fermé, isolé, puis qu'il soit le plus près possible de la température pièce, parce que sinon, ça pourrait causer des désagréments lorsqu'il continuerait de se refroidir. On va laisser les drains ouverts, il faut dire, il y a juste de l'air qui entrerait à la fin pendant le refroidissement, mais tout de même, c'est une question, je pense, de principe général. Hein. Donc, on travaille côté chaud, et après, on va réduire l'alimentation et l'écoulement du côté froid et par la suite arrêter et isoler le côté froid. Pourquoi on l'a mis en deux? Ben, exactement pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, on réduit l'alimentation, on la coupe tout doucement, puis on attend que ce soit complètement refroidi. Il est possible même qu'on craque légèrement le médium refroidissant pour le laisser pendant quelques heures. Et c'est simplement quand notre équipement, notre échangeur aura atteint les températures pièce ou près des températures pièce ou près des recommandations dans votre usine, qui, à mon avis, iront dans ce sens-là, que vous allez arrêter complètement. À ce moment-là, vous évidemment, vous dépressurisez et drainez le côté froid aussi. Froid-chaud, ça n'a pas d'importance. Ici, je ne prendrai pas cet exemple-là, parce que je pense pas que c'est nécessaire de toute façon d'utiliser l'exemple. On s'assure qu'il n'y a plus de pression. Évidemment, tout équipement hors service, je veux dire, quand on termine la mise hors service, que ce soit l'échangeur ou d'autres choses, on est d'accord, là, vous êtes revenu à pression atmosphérique, il n'y a plus de pression. On ne garde pas un équipement hors service sous pression, là. Ce serait complètement ridicule, ce serait dangereux, puis ça irait contre la tendance de l'énergie zéro, pour atteindre l'énergie zéro, pour atteindre un niveau sécuritaire dans une usine. Je vous rappelle qu'aucune pression doit exister, parce que sinon on ne peut pas considérer l'équipement comme étant énergie zéro. Donc, vous vous assurez qu'il n'y a plus de pression nulle part, que ce soit sur un échangeur ou beaucoup d'autres choses. On s'assure que les vannes de sûreté sont isolées. Je dirais pas nécessairement toutes les vannes de sûreté. Votre brise-vide, si vous en avez un, par exemple, ben moi, je le laisserai en fonction. Comme ça, si quelqu'un ou si votre équipement à la fin du processus est complètement isolé, ben moi, j'isolerai pas le brise-vide. Les vannes de sûreté, de surpression, oui, bien sûr, il n'y a plus de raison que cet équipement-là soit en surpression, donc vous pouvez le faire. Si vous avez une vanne brise-vide, moi, je la garderai. On purge, évidemment, après ça, là, on entre dans tout le processus de nettoyage, l'étape 6 des procédures minimum. On purge à la vapeur ou à l'azote selon le besoin. On s'assure que tous les drains ouverts sont et vents, tous les drains et vents sont ouverts. Puis on s'assure, comme je vous le disais pour la tuyauterie, que si je fais rentrer la vapeur ici, ben que je vois du condensat et de la vapeur sortir de tous les points bas et que je vois de la vapeur sortir de tous les points hauts. C'est comme ça que je vais m'assurer que j'ai quelque chose de bon. Donc la vapeur, je la fais venir de haut. Bon, ben ici, on va entrer donc là. Je vois très bien que je peux rentrer ma vapeur puis m'assurer que la vapeur puisse passer ici et puisse passer là. Évidemment, il y aura du condensat. Et ce condensat-là, on va le retrouver ici, donc je vais pouvoir recueillir mon condensat qui va couler là. Vous voyez un exemple concret. S'il y avait plusieurs sorties, je vous rappelle qu'on sort la vapeur par toutes les sorties en même temps si on le peut, et on sort le condensat et un peu de vapeur.
Parce qu'évidemment, ben, la vapeur va sortir, oui, par en haut, mais pourra aussi sortir ici, hein, par le bas. Et puis, peu importe l'équipement que vous aurez, si vous voyez la vapeur sortir par le haut de tous les ports que vous avez décidé de lesquels il sortirait, et vous voyez sortir par le bas un mélange de vapeur et condensat, je peux vous assurer que vous aurez un nettoyage efficace. Si vous faites passer la vapeur, hein, d'un endroit à un autre, hein, parce que vous séquencez vos ouvertures de vanne, ben, il va y avoir des poches qui vont avoir fini par être mal nettoyées, puis quand vous allez faire vos tests de limite à faire d'explosivité, ils vont moins bien fonctionner. Et c'est à peu près ça que j'avais à dire par rapport à l'échangeur. Évidemment, toujours la même chose sinon, hein. Donc une fois qu'on a purgé puis qu'on a bien nettoyé le tout, on prend les tests. Pourquoi? Pour savoir quel type de permis, encore une fois, on donne. Hein. Si les tests sont négatifs, on émet des permis à chaud, donc les gens vont pouvoir travailler avec des équipements pneumatiques électriques. Si les tests de LIA sont négatifs et qu'on n'arrive pas à nettoyer, parce qu'on continuerait le nettoyage à vapeur normalement ou à l'azote, et puis que les tests fonctionnent pas, ben là, peut-être l'émission de permis à froid pour poser les plaques, mais franchement, on se rend pas là généralement, hein, même si c'est possible de le faire légalement. On va installer les plaques, généralement avec des permis à chaud, reprendre les tests. Et puis évidemment, ben, il n'y a pas d'aération, parce que bon, personne ne peut entrer dans un échangeur, en tout cas un échangeur de grosseur classique.